Je commence par vous résumer très brièvement mon mémoire et ensuite je vous parlerai plus spécifiquement des caricatures de ce printemps. Là, je suppose qu'il y en a déjà une qui est apparue, c'est ça? Je peux laisser plus bas, sinon. Non, mais ça va, ça va. Donc, des caricatures de ce printemps érable, c'est de ça dont je vous entretiens aujourd'hui. Petite mise en garde, j'avais donné le titre de la communication à Pierre avant de savoir exactement de quoi j'allais parler, si bien que je ne collerai pas étroitement à ce titre de la démocratie prise en otage avec l'argent de vos impôts. Vous avez deviné que ce titre, un peu abracadabrant, était un pastiche de la façon du Journal de Montréal. Donc je m'excuse, je vais dévier un peu de ça, mais je ne m'en vais pas non plus complètement dans le champ gauche, vous verrez. Donc le titre du mémoire, vous l'avez entendu à l'instant, je ne le répète pas. Mon corpus était constitué de tous les textes parus dans le Journal de Montréal du 1er février au 1er août 2012. Autant les articles, les reportages, les chroniques, les lettres des lecteurs, mais aussi donc les caricatures et les premières pages. Suite à mes lectures préliminaires, j'ai posé l'hypothèse que le Journal de Montréal a raconté l'histoire d'un assaut violent et périlleux porté contre la démocratie québécoise et que ce récit s'est déployé à travers des figures de substitution enracinées dans l'imaginaire social, l'automobiliste, le radical, l'intimideur, le démocrate, le terroriste, le contribuable, l'enfant roi. Évidemment, il est possible de former des couples oppositionnels avec ces figures, par exemple l'enfant roi et le contribuable, puisque le second doit payer pour les caprices du premier. Il en va de même pour le radical et l'automobiliste, car le radical a envahi l'espace de circulation, il a reprogrammé la chaussée, transformant ce lieu en forum d'expression démocratique et de revendication aux grandes dames de l'automobiliste. J'ai analysé les moyens sémiotiques, recours au sondage, représentation stéréotypée, inversion des rôles, construction du nous, hyperbolisation de la violence, euphémisation des compétences politiques de la jeunesse, mais aussi les procédés langagiers, la dissonance des titres, les effets mélodramatiques, le mode impératif, le tutoiement et bien d'autres. Il est apparu que ces procédures de mise en discours relayaient et transformaient des éléments circulant dans la sémiosis sociale, la démocratie représentative en tant que bien suprême, la participation populaire comme configuration anarchique, le partage équitable des responsabilités financières, la juste part lors du conflit, la glorification du vrai leader guidant les siens, l'ingratitude de la jeunesse, et ainsi de suite. Dans les pages du tabloïd, ce relais s'est opéré par le biais de figures substitutives, certes, mais aussi en établissant des corrélations curieuses avec des récits et des représentations d'épisodes de l'histoire québécoise et nord-américaine, Front commun de 1972, crise d'Oka, il en sera question tout à l'heure, le macartisme, une chronique de Sophie Durocher avance l'idée d'une chasse aux sorcières au sein de la communauté artistique. Ceux qui soutiennent les carrés verts vivraient dans la peur de ne plus pouvoir trouver de travail s'ils font part de leur position publiquement. Le samedi de la matraque, octobre 70, et la guerre au terrorisme de George W. Bush. Le mémoire était divisé en deux chapitres qui correspondent aux deux modes de sémiotisation que j'ai choisis, l'iconicité et la poéticité. Dans le chapitre sur la poéticité, je me suis penché entre autres sur les régimes tropiques, essentiellement deux, celui du jeu, qui mobilise des figures d'atténuation très nettement repérables, enfant roi, party, jouer au chat et la souris, festif, récréation, une récréation dont il faudra impérativement sonner la fin. Et celui de la guerre, avec ses figures de dramatisation, ses hyperboles, la prise d'otage et le chaos. Les caricatures du printemps érable au Journal de Montréal, de Daytona Beach à la Pinette d'Oka. Les deux caricaturistes du Journal de Montréal sont Marc Baudet et Yannick Lemay, nom de plume Y. Comme tous les caricaturistes, ils dessinent sur des thèmes conjoncturels et les manient en s'émancipant de la réalité brute, extrapolation farfelue, télescopage purement hypothétique, clin d'œil à des événements historiques célèbres. De fait, on s'amuse de ce Jean Charest s'adonnant au bronzage, allongé sur un transat et bien protégé par l'écran solaire 78. Inutile de préciser pourquoi ce numéro, je suppose.
On s'amuse aussi de Pauline Marois abandonnant Anarcho Panda à la Société protectrice des animaux, les deux pieds dans ses casseroles, tout en s'étonnant de ce téméraire carré rouge défiant seul le cortège de chars d'assaut libéral sur une place Tiananmen près de chez vous. Bien entendu, il faut tenir compte de la nature outrancière de la caricature avant de tirer des conclusions. Ici, la répétition des thèmes et des angles d'attaque est importante pour l'appréciation de ce corpus. Nous ne voyons aujourd'hui qu'un échantillon. Notons aussi que le caricaturiste a un pouvoir de complémentarité. Ce qui ne peut être photographié, il peut le faire voir par son dessin. Par exemple, il n'existe pas de photo des représentants étudiants et des leaders syndicaux ensemble lors du printemps érable, mais vous allez voir que la caricature va compenser ce vide. Les premières caricatures, produites le 14 février, assimilent déjà les grévistes à la prime enfance. En fait, les deux caricaturistes ont à peu près la même idée pour attaquer le sujet et tablent sur la proximité de deux grèves qui se chevauchent, la grève des éducatrices de CPE et la grève étudiante. Alors, la mère qui part travailler dit à son fils, on remarquera d'ailleurs sa petite taille, « Tu vas pouvoir t'occuper de ta petite sœur. » Il faut entendre qu'il devra s'occuper de sa sœur. Il n'a pas le choix, ce qui explique qu'il maugré. Le phylactère et l'image impliquent qu'il réside dans ces lieux et que la mère est pourvoyeuse. Il rechigne pourtant à faire sa part, à contribuer à son tour en veillant sur sa sœur. Cela est renforcé par la pancarte sur laquelle on peut lire un saut pour solidarité qu'il laisse tomber au sol. Voilà une solidarité bien sélective qui s'appliquerait à ses confrères et consoeurs d'études, mais pas à sa famille. Ce militant en herbe semble donc éprouver des lacunes conceptuelles, incapable qu'il est de comprendre la portée de son utopie de solidarité, une sorte de militant de salon. Cet anathème de salon va revenir sous la plume du chroniqueur Jean-Jacques Sanson, notamment, et c'est bien dans cette pièce de la maison qu'Y croque son premier gréviste. C'est sa dépendance, son ingratitude, son refus de contribuer et son engagement mitigé qui le caractérise au premier chef, ce gréviste. Et voilà bien des attributs de l'enfant roi. Sur la seconde caricature, c'est une autre figure d'autorité féminine, après la mère, la travailleuse en CPE, qui impose sa volonté. Elle réprimande gentiment le gréviste en l'infantilisant comme si elle s'adressait à un gamin avec qui elle travaille d'ordinaire. L'idée de ne pas mettre de tuque, viens voir l'éducatrice, on va moucher ton petit nez. Notons que dans les deux cas, les étudiants demeurent à peu près muets, ils ne savent pas répliquer, et ce sera le cas dans la réalité, à savoir que Lynn Beauchamp, la ministre de l'Éducation, va refuser de les entendre pendant les 2 premiers mois de la grève du moins. Ces dessins disqualifient les étudiants d'entrée de jeu. Comment pourraient-ils donc avoir une pensée individuelle réfléchie et rationnelle s'ils n'ont pas l'âge de raison, s'ils ne sont même pas autonomes? Ceux-ci doivent répondre à des injonctions, c'est le mode impératif qui domine. L'examen des lettres des lecteurs et des chroniques montre que l'impératif et le tutoiement deviennent généralisés et habituels quand on s'adresse aux grévistes ou même aux professeurs qui les appuient. Retourner en classe sa presse, titre Jean-Luc Mongrain, ou encore enseignant, enseigné, Dixie Richard Martineau. Ce mode officialise un rapport hiérarchique entre deux parties. L'exaspération du contribuable envers les carrés rouges, son ras-le-bol, doit se refléter de nombreuses manières et l'impératif, souvent escorté de points d'exclamation et de changement de niveau de langue, est l'une d'elles. Le conflit étudiant s'installe et au fur et à mesure, les caricaturistes vont préciser le portrait des grévistes pour jeter le discrédit sur des disciplines en général et leurs associations, à commencer par la classe. Il s'agit de les disqualifier par avance pour qu'ils ne soient pas entendus, ce qui était le premier enjeu des associations, obtenir des négos. Donc ici, dans cette caricature, on a une mise en scène de la dichotomie gauche-droite. À gauche, les sciences sociales, et à droite, le génie, la médecine et l'administration. On voit apparaître le logo de la CSN, vous l'aurez remarqué, 3 fois plutôt qu'une, dont les sciences sociales sont coiffées. C'est une des marottes
pictural d'Y que de représenter les carrés rouges avec ce logo. Voilà ce dont je parlais il y a un instant quand je parlais de pallier au vide photographique. Puisqu'il s'agit de couvre-chef, il faut se demander s'il ne serait pas littéralement chapeauté. Ici, le double sens est parlant, porter quelque chose sur la tête et subir une autorité, voire manipulé par les centrales syndicales, ce qui ne fait aucun doute pour plusieurs collaborateurs au Journal de Montréal. Enfin, on remarquera que pour caractériser les sciences sociales, le dessinateur a représenté la jante masculine sous un jour négligé. Les deux garçons ne sont pas rasés, ce qui n'est pas le cas de leur vis-à-vis, bien entendu. Le représentant de la faculté de génie pose la question qui tue: qui finira par payer vos beaux programmes sociaux? Alors, il faut présumer que les étudiants grévistes n'y avaient pas songé. Le fardeau fiscal lié à leur revendication de ne pas hausser les frais de scolarité est automatiquement transféré à leur père par ce dessin. C'est l'enjeu de la juste part qui se profile ici. Il ne faut pas oublier que ce qui se rejoue dans les pages du Journal de Montréal en 2012, c'est en partie, pas en totalité, mais en partie, le débat de 2005 entre les solidaires et les lucides. Mais là, les deux camps ont une nouvelle appellation. Les solidaires, c'est la rue. Les lucides, c'est la majorité silencieuse. La caricature indique que les carrés rouges ont des demandes qui seront injustes pour les autres et qui ne sont pas lucides, à l'inverse, évidemment, des étudiants de génie, d'administration ou de médecine. Alors, d'immatures, ingrats, irréfléchis, les carrés rouges deviennent des ivrognes. On se rappelle la formule mise de l'avant par Ariel Grenier du mouvement des étudiants socialement responsables du Québec, à savoir qu'il suffit aux étudiants de couper 2 bières par semaine pour compenser la hausse. Les études postsecondaires sont singulièrement assimilées à un état de grâce, de faste et d'irresponsabilité, et les manifestations à une sorte de festival exubérant. Et même ici, il y a détournement complet. La grève, c'est des vacances à l'étranger. Il en résulte une opposition entre, d'une part, une jeunesse qui fait la fête, qui est littéralement sur le party. Tous les personnages semblent en état d'ébriété avancé ici. Et d'autre part, les Québécois responsables qui devront payer la note, les contribuables. On retape un peu sur le même clou. L'infantilisation se poursuit et se concentre sur les représentants étudiants. Les 8 et 16 mai, ils sont littéralement traités en bébés. Alors, le 8 mai, les chefs syndicaux les baladent aux abords du Parlement de Québec dans une poussette à 3 places. Les 3 poupons boudent, bras croisés et mines renfrognées. Ils sont muets et résignés. Cette caricature minore doublement les représentants étudiants, relégués à la prime enfance. Ils ne sont pas capables de marcher. Et évidemment, ils sont maternés par les grands chefs syndicaux qui vont parler à leur place devant le gouvernement en tant que grandes personnes. Là, plus de doute possible, ce sont les grands syndicats qui dirigent les opérations, non les associations étudiantes. Au gré du conflit qui s'envenime, le ton monte. Face à ces enfants rois butés, incohérents et irresponsables, il faut réagir. Donc, Jean Charest et Lynn Beauchamp vont sanctionner. Voilà pourquoi Gabriel Nadeau-Dubois doit copier au tableau noir qu'il condamne la violence et qu'il est envoyé au coin coiffé d'un bonnet d'âne par Lynn Beauchamp parce qu'il refuse de le faire. 2 punitions scolaires d'un autre temps, quand l'autorité du maître était souveraine et que son principe était d'humilier ceux qu'elle appelait les cancres. C'est au maître de sonner la fin de la récréation, qui prend ici la forme du retour en classe et du tableau noir. On retrouve dans plusieurs textes du Journal de Montréal cette nostalgie de l'autorité absolue qui dispensait le maître ou le directeur d'école d'avoir à rendre des comptes et qui aurait permis de mettre un terme au conflit depuis belle lurette. La caricature du 16 mai avertit d'un changement de ton, alors que Jean Charest, furieux, administre une fessée commune aux représentants des associations. C'est le recours à la sanction physique, à une violence légitime, qui fait maintenant son apparition. Leur postérieur est offert à la vue et à la main leste du premier ministre,
Ses capacités sont décuplées et magnifiées. La taille démesurée de sa main, ses yeux exorbités, son rictus colérique, tranche avec l'expression résignée de ses victimes, muette, encore une fois. D'ailleurs, s'ils ne protestent pas, c'est probablement qu'ils savent qu'ils ont fait des bêtises. Non seulement Jean Charest peut-il disposer sans problème 3 personnes sur ses genoux, des mesures physiques pour lui et miniaturisation des étudiants, mais il prend lui-même en charge l'administration de la punition, ce qui rend compte de sa capacité de travail extraordinaire et de son courage, prêt qu'il est à se salir les mains. Cette caricature renvoie au rôle traditionnel du père québécois qui, revenant du travail ou d'exil, devait châtier les enfants qui s'étaient mal comportés. Elle légitime la répression en la passant au tamis du comique. Elle étaye l'image du chef politique qui sait être autoritaire quand la situation le requiert et projette le lecteur dans un bain de délectation morose, quelque part entre la comtesse de Ségur et Aurore l'enfant martyr. Une telle caricature prête vie à la figure de l'enfant roi et à l'image péjorante et débilitante du bébé gâté, mais la fessée n'est que la pointe de l'iceberg, car la correction peut être autrement plus violente. Dans Oncle Jean s'en mêle, le premier ministre entre dans une salle de classe costumé en Oncle George, personnage clownesque. C'est un clown buveur et cynique, pas spécialement aimable avec les enfants. Un personnage bien connu et popularisé par l'humoriste Daniel Lemire. Des policiers de l'escouade anti-émeute portant casque et bouclier sont derrière lui. Charest dit « Surprise! On fait-tu venir du poulet? » La menace de l'intervention des policiers par leur désignation argotique et d'une bastonnade en règle est ici très claire. Il faut relier cette politique de la correction physique devenue souhaitable avec la prose de certains chroniqueurs et de certains lecteurs aussi. Circule ici et là l'affirmation selon laquelle il ne faut pas s'étonner de se faire matraquer dans une manifestation. Dans cette logique, dont le présupposé est « vous avez ce que vous méritez », la violence policière ne peut être condamnée, elle n'est que la conséquence du choix de manifester. Dans cet ordre d'idées, le porte-parole de la classe, Gabriel Nadeau-Dubois, est dépeint en agent provocateur qui appelle lui-même la violence policière. Il fronde les policiers tout en les implorant de ne pas le frapper. Il a bel et bien cherché les coups qui ne manqueront pas de lui tomber dessus. Plusieurs signaux indiquaient pourtant le danger, le panneau et la ligne rouge que le porte-parole choisit d'ignorer et de transgresser. De surcroît, la caricature illustre une autre idée, celle que les médias, tous à gauche sur l'image, comme le veut un mantra persistant au Journal de Montréal, soient derrière lui, qu'ils soutiennent la cause des grévistes. Cet agent provocateur est aussi offert dans sa version ibérique. En matador qui excite le taureau du SPVM avec sa muleta tout en criant au profilage politique. Peut-on imaginer un dessin plus éloquent et en ce sens, je le trouve très réussi, pour justifier la violence policière? Qui peut reprocher à un taureau de fulminer et de charger sur ce carré rouge brandi devant lui? La police est exonérée à l'avance, sa réaction est instinctive et naturelle. Cela relève de l'évidence, tout comme il ne faut pas plaindre l'insouciant en carnaval qui se fait encorner dans les rues de Montréal, presque transformé en Pamplune. Enfin, on trouve aussi des caricatures qui proposent très explicitement que l'affaire soit tranchée dans un ring de boxe. Réglons ça à la Trudeau et je vais vous les organiser vos manifs. Dans cette dernière, il ressort que la méthode forte employée par le pugnace-maire de Québec, qui se lance en écumant sur un gréviste imaginaire hors cadre, est la bonne. La caricature suggère aussi que l'usage de la violence puisse faire l'objet d'un pari politique de la part du premier ministre. Intéressant, mais cette possibilité est représentée très tardivement dans le conflit. Nous sommes le 21 juin à ce moment-là. Rejouer l'histoire, la crise d'Oka. Marc Baudet compose un diptyque
dont la première partie paraît en page 23 de l'édition du 27 avril et la seconde en page 22 le 4 juin. Aucun de ces deux dessins, qui s'inscrirait bien dans le sous-genre de la caricature de mœurs ou de la caricature historique, ne comporte de texte. Ce trait est déjà révélateur de la clarté de l'idée et de la certitude que le lecteur comprendra de quoi il retourne. La caricature réactive un épisode douloureux de l'histoire du Québec et du Canada, la crise d'Oka de 1990, par l'entremise d'une parodie de son image emblématique, le dramatique face-à-face entre le warrior masqué Brad Freddy Krueger Larocque et un soldat de l'armée canadienne, Patrick Cloutier. Dans la première partie, un policier de l'escouade anti-émeute du Parti libéral rejoue cette scène muette avec un étudiant masqué en tout point identique à Larocque. En fait, c'est pas vrai, il n'est pas en tout point identique, puisque Larocque portait un chapeau de pêche, là on a mis la casquette pour caractériser l'étudiant et on lui a ajouté aussi un sac à dos. L'étudiant est penché en avant, il frôle son vis-à-vis dangereusement. Ce guerrier moderne, traduction littérale, guerrier de warrior, cherche à intimider le policier et semble prêt à aller jusqu'au bout. D'ailleurs, dans une de ses chroniques, encore une fois, J-Jacques Sanson se veut sarcastique en qualifiant les étudiants du cégep de Sherbrooke de braves guerriers. Donc là, il utilise en plus deux termes qui sont associés aux Autochtones, donc pour se moquer d'eux. À 1 contre 1, nez à nez, le policier n'a plus l'avantage, d'autant que son faciès placide, à peine mécontent, le présente comme faible mollasson. Certaines images de la crise d'Oka ont fait date, la photographie ultra médiatisée qui a servi de modèle est de celle-là. D'aucuns la tiennent pour l'une des 10 images les plus importantes de l'histoire du Canada. Le dessin de Baudet n'irradie pas l'attention de la photographie originale pour de nombreuses raisons qui concernent au premier chef le médium et la conjoncture historique. Il n'emporte pas moins une histoire de la rébellion qui sombre dans la violence et la mort. Alors, je n'ai pas besoin de rappeler que le caporal de la SQ, Marcel Lemay, avait perdu la vie lors de la crise d'Oka. C'est aussi un moment de l'histoire du Québec où les institutions démocratiques ont semblé totalement dépassées par la situation. La métaphorisation en jeu puise directement à l'imaginaire social de la province. Elle ne dirait absolument rien à un étranger qui trouverait probablement cette caricature insignifiante ou médiocre. Mais pour le Québécois, c'est tout un contingent de Mohawks masqués en uniforme paramilitaire et brandissant des armes d'assaut que cette association ramène à la vie. Voilà le potentiel de dangerosité que la caricature ressuscite. Le message sous-jacent est que, face à des individus déterminés et organisés, c'est le cas des étudiants, il est impossible de savoir comment l'affrontement tournera. Le lien établi par le masque entre les étudiants grévistes et les guerriers autochtones est d'importance. Leur volonté partagée de dissimulation, minimalement celle de pouvoir préserver leur anonymat, prouve que ces activistes sont liés par un même extrémisme, qu'ils sont dangereux et, comme on le dit, radicalisés, le terme anxiogène par excellence en Occident et qui pointe directement vers la filière terroriste. La caricature assimile les étudiants qui accueilleraient d'autres groupes apparentés, des casseurs professionnels et des agitateurs anarchistes, aux Mohawks d'Oka, qui avaient reçu du renfort de l'extérieur d'autres communautés iroquoises, d'Akwesasne, de Kanesatake, de l'ouest du Canada et des États-Unis. L'intimidation dont fait preuve le warrior Larocque est transférée par le dessin dans le camp étudiant. L'image rappelle également la supposée humiliation d'avoir à négocier avec des gens qui n'ont pas à révéler leur identité et ravive l'image du ministre John Chacha assis à une table de négociation avec un interlocuteur masqué. La seconde partie du diptyque, donc, renoue plus franchement avec l'humour. C'est exactement la même image, à cette différence que cette fois, le radical se trouve devant un pilote de Formule 1 sur le casque duquel on peut lire Grand Prix du Canada. Cette fois, le radical s'oppose à l'automobiliste qui cherche à réaffirmer ses droits et à reconquérir son espace, ici son espace de loisir, celui du sport automobile, dont son vis-à-vis le prive. D'ailleurs, le jour précédant la parution de la caricature, l'organisation du Grand Prix annonçait l'annulation de sa traditionnelle journée porte ouverte par crainte des manifestations. On sait que Jacques Villeneuve, l'ex-champion pilote de Formule 1 et héros populaire, a pris fermement position en défaveur des carrés rouges. Il va même faire la première page du Journal de Montréal le 9 juin à cause de ça, puisqu'on l'a menacé de mort.
Le pilote, représenté, arbore bel et bien la couleur verte, et tout comme le policier, il fait face lui aussi à un radical qui refuse de bouger. Dans les caricatures, la dormance estivale est marquée par l'apparition de la mascotte Anarcho-Panda comme sujet de prédilection qui éclipse alors la tête de turc précédente. Anarcho-Panda est destiné les 5, 22, 23, 25, 29 juin, ainsi que les 3 et 9 juillet. Il n'avait été représenté qu'une autre fois auparavant. Il faut croire que cette grosse peluche servait mal le discours catastrophiste sur la violence en vigueur de mars à mai. La mascotte est en proie à tous les tourments à partir du 5 juin, accablée par la chaleur, réduite à un trophée de chasse sous la forme d'un tapis sur lequel Jean Charest se détend, tenu en laisse comme on l'a vu par Pauline Marois, mais néanmoins abandonné. Finalement, Anarcho-Panda est frappé par le véhicule récréatif et autobus pour la campagne électorale des libéraux, conduit par le premier ministre lui-même, non sans avoir roulé au préalable sur Bananarchiste. C'est tout comme si le Journal de Montréal avait soudainement eu une révélation et qu'il s'apercevait en fin de compte de ce qu'il avait très mal distingué auparavant, que depuis le début de l'affaire, Jean Charest a toujours eu les deux mains sur le volant, comme on dit populairement de celui qui est en parfait contrôle, et que pour conduire le véhicule libéral corrompu, c'est pas moi qui dis qu'il est corrompu, c'est une caricature, vers les élections, il avait décidé de foncer dans le mouvement étudiant sans la moindre intention de freiner. Je vous remercie.